Bonjour chers élèves. Dans le cadre de l'entraînement et de la préparation à l'examen national, aujourd'hui, on va vous présenter la suite du dossier, la suite du sujet de l'examen national 2009, la branche sciences économiques, la matière économie générale, la durée de l'épreuve est de 3 heures. Alors le dossier 1 de l'épreuve, c'est le secteur immobilier et grandeur macroéconomique. Le dossier numéro 2, c'est les décisions de politique économique conjoncturelle et l'ouverture de l'économie. Alors, comme nous l'avons déjà dit, aujourd'hui, on va traiter le dossier numéro 2. Alors, ce dossier se compose de dossier 5, un pacte entre pays riches et pays pauvres fondé sur la responsabilité mutuelle envers l'autre. Document 6, la crise mondiale et ses conséquences sur l'économie. Document 7, le commerce extérieur marocain entre 2004 et 2007. Document 8, les effets de la crise mondiale et les mesures prises par Banque Al-Maghrib. Document numéro 9, les mesures prises par la loi des finances 2009. Alors, dans un premier document, document numéro 5, la Conférence des Nations Unies sur le financement du développement 2002 au Mexique avait proposé un pacte entre pays riches et pays pauvres fondé sur la responsabilité. Les pays riches devaient augmenter leur aide publique vers les pays sous-développés, favoriser l'accès à leur marché des biens et services des pays périphériques et leur apporter une assistance technique. Alors là, c'est la responsabilité des pays développés envers les pays sous-développés. Ces pays, de leur côté, c'est-à-dire les pays sous-développés, devaient promouvoir des réformes politiques et économiques efficaces, lutter contre la corruption et investir dans l'éducation et la santé. 6 ans après, le constat est amer. Les pays développés n'ont pas respecté leur engagement d'aide publique et n'ont ni libéré leur marché, ni accordé un transfert technologique suffisant aux pays en voie de développement. Pour aider les pays en voie de développement à assurer leur take-off, il faut accompagner l'aide publique d'un accès au marché des pays développés des biens et services en provenance des pays pauvres. Il faut également y promouvoir les investissements privés par un transfert réel de technologie et aider à l'amélioration de l'éducation, de la formation et de la recherche. Premier travail à faire concernant le document 5. Alors, en vous référant au document 5, dégagez en justifiant l'un des principes défendus par l'OMC et non respectés par les pays développés. Alors, comme on le sait, le principe défendu par l'OMC, c'est le libre-échange. Donc, l'OMC doit encourager le libre-échange entre les différents pays. Alors, le principe défendu par l'OMC, non respecté par les pays développés, est le libre-échange, car malgré leur adhésion à cette organisation et leur lutte acharnée en faveur du libre-échange, ils n'ont pas libéré leur marché. Travail à faire numéro 2. Toujours travail à faire numéro 1. En vous référant au document 5, relevez 3 caractéristiques de la phase de décollage préconisée. Relevez 3 caractéristiques de la phase de décollage préconisée par Rostov. Alors, on nous renvoie au document. Pour aider les pays développés à assurer leur take-off, il faut accompagner l'aide publique d'un accès au marché des pays développés des biens et services en provenance des pays pauvres. Alors, nous avons là la 3e phase de la théorie de Rostov qui est le take-off. Alors, un petit rappel. La théorie de Rostov se compose de 5 étapes. Alors pour Rostov, pour qu'une société se développe, elle doit passer par les 5 étapes. Alors ces 5 étapes, c'est tout simplement la première, c'est être une société traditionnelle, c'est-à-dire avoir une croissance faible. La deuxième étape, c'est l'étape du pré-décollage. La croissance est modérée. La 3e étape, c'est celle du take-off, c'est-à-dire le décollage dans laquelle la croissance est soutenue et il y a augmentation des investissements. La 4e étape, c'est la phase de la maturité dans laquelle la croissance est soutenue
Et la dernière phase, c'est celle de la consommation de masse, dans laquelle, bien sûr, la consommation augmente et la croissance devient régulière. Corrigé. Donc, nous avons les trois phases. C'est le développement de l'éducation de la part des pays sous-développés, l'encouragement de l'investissement privé et l'investissement en recherche-développement. Travail à faire numéro 1, toujours en se référant au document numéro 5, identifier une thèse explicative du sous-développement autre que celle de Rostov et préciser son auteur en justifiant. Document 5. Alors, le renvoi au document, c'est la Conférence des Nations Unies sur le financement du développement 2002 au Mexique, avait proposé un pacte entre pays riches et pays pauvres fondé sur la responsabilité. Alors, les pays riches devaient augmenter leur aide publique, favoriser l'accès à leur marché des biens et services des pays périphériques et leur apporter une assistance technique. Alors, le corrigé, il s'agit de la thèse du centre périphérique de Samir Amin. Les flux de revenus ont été principalement orientés du sud vers le nord et les écarts de développement s'accentuent de plus en plus. Ce transfert de valeur de la périphérie vers le centre se justifie par le développement inégal des processus productifs. Document numéro 6. La crise actuelle s'inscrit dans le processus de mondialisation qui a renforcé l'interdépendance entre les économies. Quand on s'ouvre sur l'extérieur, on court un risque, mais on peut aussi bénéficier d'opportunités. Donc, lorsqu'on s'ouvre sur l'extérieur, il y a des avantages et il y a des inconvénients. En effet, les pays en voie de développement, on peut, grâce à leur ouverture, assurer une stabilisation macroéconomique importante. En 10 ans, le poids de la dette extérieure y a notablement baissé et les soldes budgétaires ramenés à des niveaux relativement gérables. Cependant, le climat d'autorégulation qui a prédominé aux États-Unis a débouché sur une crise financière majeure qui ne peut être surmontée sans une restructuration des secteurs de l'économie. Alors là, c'est les conséquences de la crise financière des années 2007-2008. Les économistes pointent du doigt la mondialisation et les politiques de décloisonnement et de déréglementation qui ont exacerbé les déséquilibres financiers internationaux et affecté le taux de change. Cette interconnexion des économies se traduit en effet par des crises ayant un impact majeur et durable sur la pauvreté et le chômage au nord comme au sud. La crise mondiale a ainsi remis en cause la mondialisation et le libéralisme. Au Maroc, c'est son retard en matière de libéralisme qui l'a préservé de l'acquisition des produits dangereux, son système de change ne permettant pas des investissements en capital dans les bourses étrangères l'a protégé de la crise. Alors le fait que le Maroc n'est pas trop ouvert sur l'extérieur, c'est ce qui l'a préservé des effets pervers de la crise financière mondiale. Travail à faire numéro 2. Sur la base du document 6 et des connaissances acquises, expliquer les effets de l'ouverture des économies sur le budget de l'État dans les pays en voie de développement. Alors quand on s'ouvre sur l'extérieur, c'est-à-dire quand on fait des échanges avec l'extérieur, quels sont les effets de cette ouverture sur le budget de l'État précisément? Alors, l'ouverture, bien sûr, a des effets positifs et a des effets négatifs. Alors, parmi les effets négatifs, il y a le démantèlement tarifaire a entraîné une baisse des recettes fiscales douanières. Alors, chaque fois qu'on s'ouvre, bien sûr, il y a des tarifs douaniers qui baissent, des tarifs de douaniers qui s'éliminent, donc ils ont des conséquences sur les recettes douanières. Effet positif de l'ouverture sur le budget de l'État. L'augmentation des importations va permettre à l'État d'encaisser des recettes de la TVA pour remplacer les recettes des droits de douane, donc peut-être qu'ils seront plus importantes que le manque à gagner en droits de douane, ce qui permet une maîtrise du déficit budgétaire et
en même temps la maîtrise du poids de la dette. Un autre effet positif, c'est l'augmentation des investissements étrangers a stimulé la croissance et a permis à l'État d'encaisser plus d'impôts sur la production, les revenus et la consommation. Alors là, lorsqu'il y a introduction des investissements étrangers, il y a bien sûr, l'État peut bénéficier des impôts sur les sociétés et il peut bien sûr, ces investissements peuvent être générateurs des postes de travail, peuvent être créateurs bien sûr des postes de travail et en même temps la distribution des revenus et l'État va faire des prélèvements en ce qui concerne les impôts sur les revenus. Les capitaux étrangers ont pris en charge certains investissements d'infrastructures. Alors là, c'est un allègement pour les dépenses d'équipement de l'État. Travail à faire numéro 2. Sur la base toujours du document 6 et des connaissances acquises, relever deux aspects de la globalisation financière. Alors le renvoi au document, les économistes pointent du doigt la mondialisation et les politiques de décloisonnement et de déréglementation qui ont exacerbé les déséquilibres financiers internationaux et affecté le taux de change. Cette interconnexion des économies se traduit en effet par des crises ayant un impact majeur et durable sur la pauvreté et le chômage au nord comme au sud. Alors quels sont ces deux effets? C'est le décloisonnement et la déréglementation. Alors c'est quoi la déréglementation? C'est tout simplement la suppression progressive c'est la suppression progressive des règles imposées par les banques centrales pour réguler le système financier. Décloisonnement, c'est la suppression progressive de la spécialisation des institutions financières. Autrement dit, les banques deviennent concurrentes sur tous les marchés. Travail à faire numéro 2. Sur la base toujours du document 6 et des connaissances acquises, préciser deux arguments justifiant l'idée exprimée dans le passage souligné. Alors la crise mondiale a ainsi remis en cause la mondialisation et le libéralisme. Au Maroc, c'est son retard en matière de libéralisme qui l'a préservé de l'acquisition des produits dangereux, tels que les subprimes aux États-Unis, selon son système de change ne permettant pas des investissements en capital dans les bourses étrangères, l'a protégé de la crise. Alors là, les deux éléments, c'est le contrôle de change et en même temps la non-convertibilité du dirham marocain décourage les placements des investisseurs étrangers au Maroc. Travail à faire numéro 3. Sur la base du document 6 et des connaissances acquises, montrer comment la globalisation financière peut agir sur les taux de change flexibles. Alors, un petit rappel, le taux de change flexible, c'est lorsque le cours de la monnaie se fixe par le jeu du marché. Alors, les pays à taux d'intérêt élevé, du fait de l'ouverture, attirant plus de placements que les autres, connaissent une appréciation de leur taux de change. Alors là, l'augmentation des taux d'intérêt encourage les investisseurs étrangers à placer leur argent dans le pays d'accueil. Document 7. Données marocaines. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alors, il s'agit là d'un tableau comportant des éléments et une période entre 2004 et 2007. Il y a le taux d'ouverture en pourcentage, il y a le degré d'exportation par rapport au PIB en pourcentage, l'écart entre le taux d'ouverture et bien sûr le taux des exportations, il y a le solde commercial en dirhams et il y a en millions de dirhams et il y a le PIB en millions de dirhams. Le travail demandé, c'est le travail à faire numéro 4. Sur la base du document 7, calculer les données manquantes, degré d'ouverture et écart. Alors voilà les données qui manquent, c'est le taux d'ouverture et l'écart entre le taux d'ouverture et le taux des exportations. Alors pour calculer le taux d'ouverture, il nous faut, c'est les exportations plus les importations sur 2, divisé par le PIB fois 100. Alors comme nous n'avons pas sur le tableau ni les exportations ni les importations, alors la première des choses qu'on doit faire, on doit calculer le taux des exportations. Alors le taux des exportations, c'est les exportations divisées par le PIB fois 100. Autrement dit, la part des exportations dans le PIB. Alors pour trouver les exportations, alors ce taux est égal à 20,14%. Alors en transformant, on va trouver que les exportations sont égales à 123 936 millions de dirhams. Une fois calculées les exportations, on doit aussi calculer les importations. Alors les importations, c'est le solde commercial est égal aux exportations moins les importations. Le solde commercial est donné, il est de moins 135 807 millions de dirhams. Alors le solde commercial est égal aux exportations moins les importations. Donc, en transformant dans l'équation, les importations, c'est le solde commercial plus les exportations. Finalement, le montant des importations est de 259 743 millions de dirhams. Une fois calculées les importations et les exportations, on peut calculer le taux d'ouverture. Alors donc, le taux d'ouverture est de 31,17% après calcul. L'écart, c'est la différence entre le taux d'ouverture et le taux d'exportation. Alors c'est 31,17 moins 20,14 égale à 11,03 points. Donc, le tableau est le suivant. Le taux d'ouverture en pourcentage est de 31,17% en 2007. Le taux des exportations par rapport au PIB est de 20,14%. L'écart entre le taux d'ouverture ou bien le degré d'ouverture et le taux d'exportation en points est de 11,3 et bien sûr le solde commercial en millions de dirhams est de 135 807 millions de dirhams et le PIB en millions de dirhams est de 615 373 millions de dirhams. Alors comment on peut interpréter le taux d'ouverture? Alors on peut l'interpréter de la façon suivante. Ça veut dire, on remarque que de 2004 à 2007, le taux d'ouverture a tendance à augmenter. Donc, le Maroc est ouvert sur l'extérieur, mais cette ouverture est basée sur les importations. En ce qui concerne le taux d'exportation, on remarque une évolution positive en partant de 17,6 en 2004 à 20,14 en 2007. Alors, tout simplement, c'est la part des exportations dans la richesse créée au niveau national de 2004 à 2007. Notre séance est terminée. Au revoir et à la prochaine.